pourquoi est-ce qu'on présente ensemble? Eh bien parce qu'on travaille ensemble dans un projet commun qui s'appelle Housing First Brussels. Donc on a vraiment réuni nos deux projets au sein d'une entité commune dans laquelle néanmoins il y a deux équipes qui restent autonomes, mais on partage les mêmes objectifs, les mêmes méthodologies et les mêmes valeurs. Alors, vous avez déjà entendu sans doute parler du Housing First à Bruxelles depuis quelques années, depuis son démarrage en septembre 2013. Juste pour replacer les choses dans leur contexte, donc le SMES et l'infirmier de rue sont deux des opérateurs initiaux du Housing First à travers les projets Housing First Belgium et Housing First Brussels. Et il y a deux autres projets Housing First qui ont démarré cette année. On a déjà relogé 57 personnes, nos deux équipes ensemble, sans compter les autres projets évidemment qui sont en cours dans les autres associations. Donc 57 personnes, ça correspond plus ou moins à, dans chaque équipe, une nouvelle personne par mois qui rentre en logement. Donc c'est un rythme assez soutenu qu'on essaie de maintenir. Et on a jusqu'ici toujours 100% de maintien en logement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais eu de difficultés. Il y a parfois eu des personnes qui ont dû quitter leur logement, mais ça fait partie de la méthodologie Housing First. On leur repropose toujours un nouveau logement. Donc il y a vraiment le concept de la deuxième chance, voire de la troisième chance, de la quatrième chance. À aucun moment, on ne va considérer qu'une personne n'est pas capable de vivre en logement. Voilà. Là, on va fonctionner avec elle par essai-erreur jusqu'à ce que ça marche. Alors, le Housing First, c'est avant tout un modèle qui a été défini de manière très précise. Il est né aux États-Unis, à New York, il y a un peu plus de 20 ans. Il a été expérimenté, étudié via des études d'évaluation avec des cohortes assez importantes, donc des personnes qui suivaient un accompagnement de type Housing First et des personnes qui n'en avaient pas. Et ce projet, ce modèle, vraiment, dans tous ses éléments, a démontré son efficacité. Il a ensuite été défini comme bonne pratique et répandu dans tous les États-Unis. Il a été développé aussi à grande échelle au Canada et il est présent maintenant dans une dizaine de pays en Europe. Dans certains pays, il constitue vraiment la bonne pratique en termes de prise en charge du sans-abrisme. Et donc, chacun de ces éléments du modèle a été choisi initialement de par son efficacité dans l'accompagnement de personnes particulièrement fragiles en logement. Ce sont des éléments qui sont liés au logement, qui viennent aussi de méthodologies existantes depuis longtemps en santé mentale, de méthodologies existantes depuis longtemps en réduction des risques liés à l'usage de drogue. Alors, donc on parlait... Et puis après les questions. Ça va ? Peut-être noter la question comme ça. Et donc, oui, le public qu'on vise donc dans le cadre du Housing First, c'est vraiment le public le plus vulnérable en termes de mortalité et morbidité. Donc ceux pour qui on a l'impression que c'est plus possible de sortir de la rue, ceux qui ne rentrent pas dans les conditions d'autres services de logement, que ce soit des maisons d'accueil, mais parfois même des services d'urgence. Et donc c'est vraiment des gens où, quand vous les voyez, vous avez l'impression que c'est pas possible, quoi. Et on voit vraiment que c'est possible pour tout le monde, quoi. Mais donc, malgré qu'ils accumulent des problématiques de santé mentale, des problématiques administratives et des problématiques d'assuétude ou de santé physique, quoi. Alors, au niveau du logement, donc ce qu'il faut trouver, donc c'est des appartements comme vous et moi pourrions avoir. Donc c'est des appartements individuels où on peut vraiment se sentir chez soi. Et pour les personnes qui ont vécu en rue 15 ans et qui ont dû trouver la voiture derrière laquelle aller à la toilette ou dormir en dessous d'un tel arbre ou quoi, pour qui on n'a plus du tout d'intimité, qui ne sont plus habitués à ça, il faut vraiment recréer cet espace de vie, ce petit cocon pour chacun. Et donc c'est ça qui, au début, quand on parlait des déménagements, peut être délicat. Ça peut être de simplement reprendre des nouvelles habitudes. Mais ce qui peut aussi provoquer des déménagements, c'est le fait que nous, par exemple, si on cherche un logement, eh ben, on va aller en visiter 4, 5, voire plus, et puis on va choisir. Eux, pour le moment, on n'a pas encore autant de logements à proposer, et donc c'est chaque fois un peu
ce logement-là ou la rue. Et donc parfois, ils l'acceptent parce que c'est quand même sortir de la rue après 15 ans, c'est quand même génial. Mais c'est pas toujours le logement il est parfois un peu trop cher ou dans une commune un peu trop éloignée ou des choses comme ça. Et que donc, un déménagement est parfois nécessaire pour ces raisons-là aussi, quoi. Et donc voilà, après c'est vraiment comme d'habitude, enfin, comme chaque logement ou loyer, sauf qu'il y a quand même un accompagnement qui est indispensable pour que ça se passe bien aussi, justement pour reprendre ces nouvelles habitudes. Et donc justement, l'accompagnement, c'est vraiment donc, sur mesure. Donc avec chacun, on va voir qu'est-ce qui est le plus adapté à lui, de quoi est-ce qu'il a besoin. Au début, évidemment, il y a plein de démarches à faire pour s'inscrire dans la commune, etc. Donc ça va être très intensif, ça peut parfois être même ou 3 fois par semaine. Et puis petit à petit, on va atténuer et on va de plus en plus mettre en lien avec le réseau existant, donc le réseau du quartier, et pour que la personne puisse petit à petit faire des choses plus occupationnelles. Une fois que tout ce qui est administratif et santé est passé, elle puisse passer sur un autre volet avec des soins à domicile de la maison médicale, par exemple, qui peuvent reprendre le relais, etc. Donc c'est vraiment, au début, l'équipe Housing First va être très intensivement là, et puis ça va s'atténuer tout en gardant quand même une présence sur le long terme pour que si jamais à un moment stress ou même une équipe d'accompagnement qui a pris le relais est un peu plus fatiguée, elle puisse rappeler et qu'on puisse de nouveau réintensifier le suivi. Alors, un élément vraiment important, c'est que l'accompagnement et ce qui est lié au logement, c'est complètement séparé. Donc, la personne en rentrant dans le projet, elle signe un contrat de bail et elle a tous les droits liés à ce contrat de bail. Et donc, si à un moment, elle perd son logement, voilà, parce qu'elle n'a pas payé le loyer, parce qu'il y a eu un problème, elle garde le soutien de l'équipe d'accompagnement. Et c'est possible parce que ce sont des personnes différentes dans l'équipe. Et donc, elle peut à un moment se brouiller avec la personne en charge du logement dans nos équipes, mais elle conserve son lien de confiance avec l'équipe d'accompagnement. L'inverse est aussi valable. Si à un moment, elle n'a plus envie de voir l'équipe d'accompagnement, elle n'a plus envie de parler à un psy, de régler ces questions de santé ou de vie, elle peut tout à fait garder son logement. Elle a tous les droits sur ce logement, en tout cas tous les droits d'un locataire. Alors, évidemment, ce genre de projet ne peut pas se mener sans un large partenariat. Il faut des partenariats à tous les niveaux. Il faut des partenariats pour trouver les logements. Il faut des partenariats pour faciliter l'accès des personnes à l'aide et aux soins. Et le premier partenaire, ce sont les CPS. D'abord simplement parce que les CPS sont en charge de l'aide aux sans-abri en Belgique. C'est dans leur responsabilité et donc ils nous soutiennent dans la mise à disposition de logements. Parfois même eux connaissent des personnes qui répondent au projet Housing First, aux critères du Housing First et ils peuvent les envoyer vers le projet, les proposer pour un logement. Ils ont des équipes dédiées aussi. Il y a certains CPS qui ont engagé des responsables des questions liées au sans-abrisme, des responsables logements. Donc on travaille parfois avec eux sur le terrain. Et ils ont aussi évidemment les services sociaux généraux, la médiation de dette, les travailleurs spécialisés, avec un public aussi fragilisé. Tout partenariat préétabli, toute connaissance préalable des travailleurs sociaux va faciliter les choses. Parce que ce sont des personnes qui ont du mal à fonctionner via les processus classiques, qui ont du mal à être à l'heure au rendez-vous, qui ont du mal à amener les documents nécessaires, qui ont du mal à poursuivre un processus à moyen terme, en tout cas au début. Et donc, on a vraiment besoin de ces partenariats. Ces partenariats concernent aussi toute une série de structures privées et associatives. Vraiment tout ce qui peut concerner l'aide et le soin des personnes multiproblématiques. Alors, pour les logements, donc c'est aussi toujours un défi de trouver du logement. Et donc, on va aussi partout. C'est pour vraiment essayer de trouver qu'est-ce qui sera le plus adapté à chacun. Et donc, il y a des logements privés, il y a donc c'est des investisseurs ou des personnes qui nous disent tiens, moi j'ai un appartement, je le mets à disposition du programme, du projet Housing First, en passant par le soutien d'une agence immobilière sociale, d'une AIS, qui va vraiment prendre le relais sur le propriétaire et faire le lien. Il y a des logements qu'on peut recevoir via des CPAS, des logements sociaux ou même des logements plus associatifs. Je ne sais plus ce
vous voulez dire. Mais, voilà. Et donc, voilà, comme on l'a dit, c'est vraiment le déménagement fait partie de ces étapes. Mais et ce qu'on va faire attention par rapport au logement, c'est qu'il soit meublé à un minimum, enfin qu'il y ait quand même de quoi, par exemple un frigo, un lit. Enfin, ça, suivant en fait les équipes, on va avoir des attentions particulières. Et que si jamais à un moment donné la personne, je parle, ça fait déjà 3 fois que je parle de déménagement, mais en fait c'est pas la majorité des cas, hein. C'est simplement parce que quand ça arrive, évidemment, on le pointe, hein, mais ça se passe vraiment bien. Si on se prépare chacun au fait que c'est comme une vague, au début il y a beaucoup à faire, et puis petit à petit, on fait confiance et la personne devient de plus en plus autonome. Ça, on peut passer. On peut passer aussi. On peut encore passer. Enfin oui, donc ça c'est le site voilà, qui est sur les petits flyers. Ce qui se met en place maintenant aussi sur Bruxelles, c'est vraiment un mouvement pour la fin du sans-abrisme, pour lutter contre la fin pour lutter pour la fin du sans-abrisme, et donc auquel chacun est donc appelé à se joindre donc dans ce mouvement. Donc on est plusieurs associations. Donc il y a une petite vidéo sur le site rêve.réalité. Pour le moment, il n'y a pas encore de site plus complexe que ça, parce que ça part d'un colloque qui avait été organisé en octobre. Et donc c'est une vidéo du colloque qui se trouve là. Bientôt, il y aura une charte vraiment pour relier tout le monde en disant tiens, je veux travailler en ayant ça en tête. Donc on est convaincu que c'est vraiment possible d'y arriver, mais par étapes et avec des solutions encore à inventer pour certaines problématiques. Par exemple, le public sans papier ne rentre pas dans les conditions du Housing First, même s'il est très vulnérable au niveau administratif, assuétude et compagnie. Ils ne peuvent pas payer de loyer, et c'est une des conditions du programme Housing First. Donc il y a encore des difficultés à ce niveau-là. Il faut savoir qu'en région bruxelloise, il y a entre 3 et 4 000 personnes sans abri au sens large, et plus ou moins 400 personnes qui ont été dénombrées comme dormant à la rue. Donc ce n'est pas si énorme. C'est évidemment très difficile pour chaque personne, mais en termes d'objectifs de mettre fin au sans-abrisme, c'est tout à fait réaliste. Et en effet, il faut qu'on se mette un peu tous ensemble, mais nous, on est persuadés qu'on peut y arriver. Surtout quand on voit qu'il y a déjà eu 57 personnes relogées à 2 associations. Enfin, et donc dans ce mouvement, donc, il y a différents pôles qui vont naître, parce que pour arriver à la fin du sans-abrisme, il va falloir agir au niveau de la prévention. Ce n'est pas uniquement pour ceux qui sont en rue, hein. Il va falloir aussi travailler vraiment sur pour par exemple, une des actions qui est en cours, donc il y a plein d'actions en cours, hein. Il y a eu, Lilio a fait le programme Home for Less, que tu expliqueras peut-être tout à l'heure. Mais donc il y a chacun met des choses en place pour trouver du logement ou pour créer du logement. Ici maintenant il y a une campagne qu'on démarre aussi à plusieurs associations pour trouver 400 logements d'ici fin 2020. Ces 400 logements à destination du public qui vit en rue. Et donc, parce que donc, sur base du comptage d'il y a 2 ans, où on a vu qu'il y avait 400 personnes qui dormaient en rue, peut-être que maintenant c'est plus, mais c'est en se disant, voilà, c'est une première étape. On sait bien que ça ne va pas solutionner tout le truc, mais c'est déjà un premier pas. Et donc, dans le cadre de cette campagne-là, donc en juin, on organise une semaine d'interviews où on va aller interviewer vraiment tous les gens qui dorment dans la rue, pour savoir qui ils sont, et pour pouvoir finalement, après, savoir de quel type de logement est-ce qu'ils auront besoin. Et ça, voilà, en mi-mai, il y aura un appel à bénévoles, si ça vous dit. Ça va vraiment être super chouette d'aller interviewer les gens. Ce sera avec des équipes, hein, donc vous ne serez pas tout seul, mais ça peut vraiment être l'occasion de rencontrer un petit peu qui vit en rue et pour réfléchir après ensemble à des solutions plus globales pour mettre chacun en logement. Mais donc, je ne sais pas si c'est Lilo. C'est une ASBL qui est présente depuis longtemps dans le secteur de l'aide aux personnes sans abri, depuis plus de 50 ans. Et donc, il y a plusieurs maisons d'accueil. Il y a un centre de jour sur le parvis de Saint-Gilles. Il y a un service d'accompagnement à domicile. Et alors, depuis 2 ans, il y a le projet pour lequel je travaille qui s'appelle la cellule capteur et créateur de logement. La particularité du service d'accompagnement à domicile ou de cette nouvelle cellule,
c'est vraiment de travailler pour le secteur, pour un public sans-abri au sens large. Donc en fait, ce ne sont pas des personnes qui doivent être passées par un service de l'ILO pour avoir accès à ce service. Et pourquoi ce service existe? C'est vraiment l'idée de l'ILO de travailler le logement. Le logement d'abord, donc c'est des projets orientés logement, parce que l'ILO est convaincu qu'il faut vraiment lutter contre le sans-abrisme et pas se limiter à le gérer. Et donc on a des services de première nécessité, comme les maisons d'accueil, c'est l'hébergement temporaire, le centre de jour, c'est vraiment accueillir les gens qui dorment à la rue en journée pour leur permettre de se doucher, de prendre un repas. Mais il y a aussi vraiment cette volonté de notre ASBL de travailler sur l'accès au logement. La cellule Capteur Logement, donc, elle travaille de différentes façons pour développer des solutions de logement. Tout d'abord, on fait de la captation directe. Donc, au sein de la cellule, on a 2 agents immobiliers qui peuvent démarcher des propriétaires, déstigmatiser les personnes pour qui on recherche des logements, leur expliquer qu'il n'y a pas de raison que ce soit des mauvais locataires. C'est des agents immobiliers qui font aussi du coaching pour les personnes, leur dire, ben voilà, quand vous vous présentez dans un appartement devant un propriétaire, quels sont les bons réflexes à avoir. Enfin, voilà, il y a vraiment un coaching qui est fait. Les personnes, si elles en ont besoin, elles peuvent être accompagnées lors d'une visite pour être soutenues. Il y a des recherches Internet, donc les personnes participent aux recherches. Elles ramènent des adresses de propriétaires. Les coups de téléphone se font prioritairement par la personne, mais avec une préparation à l'avance pour qu'elle se sente à l'aise. Donc voilà, ça c'est une première façon de fonctionner, c'est la captation directe avec l'aide d'agents immobiliers. Alors on fait aussi du montage de projets. Donc là, l'idée c'est vraiment de travailler avec des investisseurs privés. On a un service de chasseur immobilier, donc l'agent immobilier peut se mettre à la recherche d'un bien sur le marché de la vente pour qu'un propriétaire achète son logement et le confie ensuite à une agence immobilière sociale, comme vous en parliez tout de suite. Donc ça, c'est un deuxième service. Et puis, il faut être créatif, il faut se montrer innovant pour développer des solutions pour notre public, parce que malheureusement, le marché locatif privé, il y a des discriminations claires envers notre public, et tout ce qui est logement public ou semi-public est tout à fait saturé. Et donc, dans ce cadre-là, on a lancé récemment le projet Home for Less. Donc, on part du constat qu'il y a énormément de bureaux vides sur Bruxelles, et un partenaire du secteur, qui est l'Armée du Salut, avait lui-même, au-dessus de son magasin de seconde main, des plateaux de bureaux vides. Et donc, nous avons fait un partenariat avec l'Armée du Salut, avec la fac d'architecture de l'ULB, qui, avec des étudiants, travaille avec nous sur la conception de modules de logement, et avec le collectif Baya, qui est un collectif de jeunes architectes qui ont notamment fabriqué la cuisine sur le camp de Calais pour les réfugiés. Et donc c'est vraiment de l'architecture construite qui se veut rapide, la mise en œuvre pratique, donc réfléchir avec les personnes dans quel logement ils veulent habiter. Et donc pour le moment, les étudiants construisent, aujourd'hui d'ailleurs, les modules. Ils seront finis fin juin, et donc l'idée c'est que ce ne soit pas juste une expérimentation théorique, mais ces logements vont vraiment être mis à disposition de personnes sans abri. Donc il y aura parmi les personnes que nous suivons une communication pour expliquer le projet particulier. C'est quand même un plateau lumineux mais qui est de bureau, où il y aura d'autres personnes qui vivront à côté. Mais le but, c'est que ce soit vraiment un logement individuel qui se rapproche fort de tout ce qui est normes minimales au logement. Donc, en termes de mètres carrés, il faut que ce soit quand même spacieux. On ne veut pas faire en mode tiny house, quelque chose dans lequel voilà, la personne soit un peu décalée par rapport à la réalité. L'objectif, c'est qu'elle puisse s'installer à long terme si elle le veut. Ça peut être un tremplin pour d'autres. Mais donc, il y aura toujours un accompagnement à domicile dans ces logements. L'accompagnement pourra se poursuivre dans un autre logement si la personne veut déménager. Mais donc voilà, ça c'est vraiment un projet nouveau et sur lequel on met beaucoup d'espoir. On a des financements pour faire les 5 premiers modules, et on travaille sur le modèle économique pour être capable d'utiliser dans le même bâtiment. Il y a d'autres plateaux, et donc
on aimerait bien en 2017 et en 2018 construire encore des modules sur ces plateaux. Et puis, il y a énormément de vide à Bruxelles, donc pourquoi pas utiliser ce concept dans d'autres endroits. Voilà. Peut-être une particularité de l'îlot, c'est que le public sans-abri pour lequel on travaille, c'est le public sans-abri au sens large. Donc on ne se limite pas aux personnes qui sont actuellement en rue avec des problèmes d'assuétude. On travaille aussi pour elles, parce que nos projets d'accompagnement à domicile, de cellules capteurs logement, on a des services envoyeurs qui sont des travailleurs de rue, qui sont des organisations voilà, comme Infirmiers de rue et le SMES, mais on a aussi des maisons d'accueil, on a des centres de jour, on a des centres d'hébergement d'urgence, on a des services d'accompagnement à domicile. Donc l'objectif, c'est vraiment de travailler pour toute une série de personnes sur l'accès durable au logement. Et donc la FEANSA, qui est au niveau européen la fédération des services qui s'occupe des personnes sans abri, a cette définition large des personnes sans abri. Et donc nous, on s'inscrit vraiment là-dedans. Si le projet de la personne est le logement, on va l'aider. Et si elle a déjà un logement qui est insalubre ou surpeuplé, il ne faudra pas attendre qu'elle soit à la rue pour l'aider à construire une solution de logement durable. Et donc, on intervient pour toute une série de personnes. Quels sont les chiffres du point de vue de la réussite? Est-ce que vous avez des statistiques? Vous avez déjà parlé de ça un peu. Hein. Quel est le suivi? J'imagine, quand est-ce que c'est réussi? Enfin, voilà, jusqu'où on suit? Et alors, quels sont les profils des personnes qui bénéficient du projet, qui en est exclu? Alors, ici, on parle d'une comparaison entre la situation à Amsterdam et en région Bruxelles-Capitale. Donc, il y a 4 fois plus de logements sociaux dans la région d'Amsterdam. Et donc, la fameuse pénurie, oui, elle est bel et bien réelle. Et donc, il y a la question forcément donc, de l'idéologie dominante par rapport au droit au logement. Est-ce que ce n'est pas un problème de capitalisme? Et donc, est-ce que finalement, le Housing First, ce n'est pas un emplâtre sur une jambe de bois? Parce que le problème est plus structurel, plus profond. Alors, pratiquement, il y a aussi des questions sur... il y a des friches, qu'est-ce qu'on en fait? Il y a un projet de Luxkeuten, je pense, qui existe autour de ça. Vous avez évoqué cette question-là aussi, hein, donc c'est comment on produit du logement, comment on crée du logement. Il y a différentes initiatives. Et je propose qu'on fasse déjà ça. J'ai choisi la première question parce qu'elle est à la fois très simple et en même temps très complexe. Pourquoi pas avant? Eh bien, je dirais pour 2 raisons principales. La première, c'est que pendant des dizaines d'années, pendant très longtemps, l'accompagnement des sans-abri en région bruxelloise a été essentiellement centré sur l'urgence. Donc c'est ce que Gilles disait, on gérait le problème des sans-abri, on ne le résolvait pas. Et donc on est passé par rapport voilà, au centre d'hébergement d'urgence à un subventionnement qui a été multiplié par 10 en 10 ans. Donc vous voyez la mesure, c'est assez rare dans le travail social. Donc, pendant très longtemps, on s'était dit, OK, il y a de plus en plus de sans-abri, il faut augmenter les places d'hébergement d'urgence. Et ça a été un gros changement de mentalité de se dire qu'on allait non pas gérer les personnes qui étaient en rue en augmentant le nombre de places de nuit, en créant des douches, des lavoirs et un maximum de services pour améliorer le bien-être des personnes qui étaient en rue, mais pour se dire non, on va sortir ces personnes de la rue parce que tous ces services, elles peuvent les trouver dans un logement au même endroit. Donc c'est un gros changement de mentalité, c'est un changement politique. Et c'est assez réjouissant de voir qu'il y a plein d'associations maintenant qui sont dans cette démarche. Les projets de l'îlot sont nombreux, comme Gilles vous l'a expliqué, et vont vraiment dans ce sens-là. De plus en plus d'associations ont pris conscience du fait qu'on ne résolvera pas la question du sans-abri sans passer par le logement. Donc voilà, ça explique en partie pourquoi pas avant. Et la deuxième raison, c'est que les personnes qui restent en rue, ils restent principalement parce qu'elles ont des problématiques multiples. Parce qu'il y a des addictions, parce qu'il y a des problèmes de santé mentale. Et donc, ça implique, pour travailler avec ces personnes, de travailler de manière intersectorielle.
On ne peut pas résoudre la question du sans-abri sans travailler avec le secteur de la santé mentale, sans travailler avec le secteur du logement, sans travailler avec le secteur de la toxicomanie. Or, comme vous le savez sûrement, les subventionnements en Belgique sont cloisonnés par secteur. Et donc, avoir un subventionnement multisectoriel, c'est très très compliqué, ça met du temps. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles ça a mis si longtemps. Moi, je vais rebondir sur la question des friches et sur le projet de Luxkeuten, parce que donc, le SMES et Imprimé Dru sont cofondateurs aussi de cette ASBL, de Archihuman. Et donc, ça fait partie d'une des pistes qui peuvent être mises en place dans les espaces non utilisés de Bruxelles, que ce soit des terrains vagues, différentes friches de tout type. Et je ne sais pas si tout le monde voit ce que c'est le projet de Luxkeuten. Donc, ça vise à faire des petits appartements aussi, dans le cadre du programme Housing First, dans des matériaux écologiques et naturels qui sont dessinés donc, par Luxkeuten, donc qui est, je ne sais pas si vous avez déjà vu ces dessins, mais c'est toujours super beau, donc ça donne envie d'y vivre. Mais c'est vrai que on voit directement qu'ils ne sont pas comme d'habitude, ces appartements-là. Donc c'est sûr qu'il y a un côté vraiment beau, sur le dessin, en tout cas, parce qu'il n'existe pas encore, en vrai. Et donc c'est vraiment un projet architectural à but social. Et donc là, il y aura aussi donc, des services d'accompagnement du programme Housing First qui accompagneront les personnes qui vivront dedans. Donc ce sera chaque fois donc, une personne par appartement, comme les autres qu'on a expliqué tout à l'heure. Maintenant, par rapport au programme des friches, ou à des possibilités sur les friches, il y a plein d'autres possibilités. Donc on est aussi sur un projet d'habitation dans des conteneurs. Donc on essaie de voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire sans provoquer pour autant le mot conteneur fait peur, et donc voir comment est-ce qu'on peut passer au-delà de ça, parce qu'en même temps c'est rapidement mis en place, ça coûte pas cher, c'est durable, c'est des produits qui tiennent dans le temps, et donc il y a vraiment, et qu'on peut déplacer si besoin sans que la personne garde son appartement en même temps. Donc il y a vraiment plusieurs choses chouettes aussi dans ce concept-là. Et donc l'idée, c'est vraiment de se dire, il y a un problème de logement sur Bruxelles, on y est confronté, on est plein d'associations et confrontés, que ce soit pour les personnes sans abri, mais aussi pour plein d'autres secteurs. Et donc on est à plein de réunions tous ensemble en se disant qu'on a tous besoin de logement, donc c'est ça qui est difficile. Heureusement que des associations comme Lilo qui sont ouvertes à plus de publics différents donc peuvent donner un peu plus d'accès et mélanger ces différentes associations. Mais ça reste vraiment une situation difficile, et donc on doit tout le temps inventer. Donc il y a les projets comme Archihuman, il y a des projets comme les conteneurs, mais il y a d'autres pistes en cours. On a fait une recherche, donc on avait engagé pendant 3 mois une chercheuse, donc les nos deux associations, une chercheuse pour réfléchir à qu'est-ce qui existe et qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place avec ce qu'on a déjà. Donc, et donc ça, il y aura une conférence de presse normalement le 11 mai pour présenter un peu les résultats et de voir un peu quelles sont les différentes pistes et solutions dans le temps. Donc parfois il y a des solutions qui prennent énormément de temps, mais par contre qui vont ouvrir plus de portes, et puis d'autres qui peuvent être rapidement résolues, mais c'est pour une personne à la fois. Donc voilà, il y a plusieurs choses en cours, quoi. Mais c'est tout le temps, oui, inventer, créer, et les friches, c'est une piste pour plein de nouvelles idées, quoi. Ça c'est génial aussi. J'avais envie de rebondir sur la question de la production de logements. Donc, on a déjà dit que si on se limite au secteur sans-abri, on ne pourra pas éradiquer le sans-abrisme si déjà on privilégie l'urgence par rapport au travail de long terme. Et donc là, il y a vraiment un réel enjeu, c'est de rééquilibrer au moins la répartition des budgets au sein du secteur de l'aide aux sans-abri. Mais il y a aussi cette question au niveau régional. Bruxelles est très en retard sur beaucoup de capitales européennes et même mondiales en termes d'offres de logements sociaux. Il y a les agences immobilières sociales qui ont été introduites dans les années 90 pour un peu combler ce manque de logements sociaux, mais à l'heure actuelle, elles sont également tout à fait saturées. Et donc, je pense que des associations comme les nôtres doivent vraiment aussi s'emparer du thème de la production de logements. Et donc, il y a
c'est tout récent, mais donc Lilo s'engage dans un projet de création d'une coopérative avec des acteurs comme Crédal, Logement pour tous, qui est une AIS, avec d'autres associations qui représentent le droit au logement. Et donc l'objectif, c'est vraiment de s'emparer de ce levier, de créer des solutions adéquates pour notre public et ne pas jouer à notre niveau notre rôle, mais aussi vraiment mettre la pression sur les politiques pour que les productions de logements sociaux augmentent, que les agences immobilières sociales puissent prendre plus de logements en gestion, parce que je pense qu'on est tous convaincus autour de la table que c'est vraiment un procédé assez original et qui fonctionne bien pour notre public, qui permet de faire la jonction entre propriétaires privés, acteurs semi-publics, publics qui prend une série de responsabilités, de garanties par rapport aux propriétaires. Donc il ne faut pas se limiter à la politique du sans-abrisme, il faut vraiment mettre la pression sur les politiques de logement. Et il y avait une autre question qui était en rapport avec les citoyens. Est-ce qu'on a toujours besoin d'associations? Je pense que les associations sont très utiles pour vraiment être déclencheurs de mouvements, être déclencheurs de nouvelles solutions, mais qu'on a besoin de s'appuyer sur les citoyens. Et donc, dans un projet comme Home for Less, on voit que c'est des étudiants qui se mettent au service des sans-abri pour construire des unités de logement. Plus tard, ça pourrait être des citoyens qui participent à ces chantiers. Donc, on est vraiment convaincu que chacun a son rôle à jouer dans la lutte contre le sans-abri. Qui peut lancer un projet Housing First, commune, collectif, association? Il y avait cette question-là aussi autour des logements sociaux. Est-ce que aujourd'hui, tel qu'ils fonctionnent, est-ce qu'ils ne produisent pas des ghettos? Et donc, en réalité, si une personne dans un processus de Housing First rentre dans un appartement qui est dans des logements sociaux, est-ce que dans un ghetto, est-ce que la perspective est salutaire? Le discours dominant à l'égard du fait que les étrangers auraient plus de droits que les SDF, donc ils ont plus de droits, mais pourtant nous avons les mêmes besoins. Qu'avez-vous à répondre à cela? Par rapport à la question de la création de logements, et donc il y avait aussi l'idée de, voilà, et il existe des habitats groupés, et si on imaginait par exemple des habitats groupés aussi avec des sans domicile, mais aussi des sans-papiers, est-ce que ça existe? Et il y a aussi ce qui existe, c'est les baux précaires. Qu'est-ce que vous pensez de ces alternatives-là? Là, on pense au squat. Voilà, donc à vous de voir. Je vais me lancer sur les logements sociaux parce qu'on travaille beaucoup avec les logements sociaux. Donc, au niveau des logements sociaux, déjà pour éviter l'effet ghetto, une bonne solution, c'est d'en construire plus. Au plus il y en a, au plus la classe moyenne rentrera dans les logements sociaux. Au moins il y aura de ghettos. Nous, ce qu'on remarque avec les personnes avec lesquelles on travaille, les locataires du projet, c'est qu'on cherche plutôt des logements sociaux qui sont dans des petites unités plutôt que des grandes tours. Ça fonctionne beaucoup mieux, ça fonctionne même, je dirais, de notre expérience, mieux que dans le privé, parce que les personnes qui vivent en logement social ont tendance à être plus tolérantes, ou alors à régler leurs problèmes de manière plus directe, et donc parfois ça chauffe un peu, ça monte un peu, mais au moins les choses sont dites, les problèmes sont réglés entre eux, et ça se passe plutôt très très bien en fait. Il y a même des solidarités qui peuvent naître. Oui, il y a souvent des bons liens entre les voisins. Parfois, quand c'est un peu compliqué, on intervient en tant que médiateur. Vous l'avez sans doute perçu en filigrane, mais faire du Housing First, c'est faire du logement, c'est apprendre les métiers du logement. Il faut bien connaître le droit au logement, il faut bien connaître les mécanismes de création du logement, le vivre ensemble au sein de logement. Et donc, ça passe aussi par la médiation entre locataires. Il y a une personne dans l'équipe qui peut faire le lien, qui est en lien direct avec si besoin avec les voisins, avec le propriétaire, qui répond à leurs questions. On intervient, on ne laisse jamais une situation pourrir. On est là aussi en soutien à l'entourage, à tous les acteurs du logement. Oui, j'avais envie de rebondir sur les deux dernières. Donc, par rapport aux habitats groupés, vraiment l'important quand on travaille avec les personnes et qu'on est attentif à leurs besoins et leurs envies,
c'est de pouvoir parler de ces solutions-là, mais sans trop les inciter à aller vers ça, parce qu'il faut qu'elles aient le choix. Et on voit que ce type d'habitat existe dans le secteur, mais ne sont pas toujours une réussite si la personne, en fait, y va parce que c'est ça ou la rue. Il faut vraiment trouver des personnes qui ont envie de partager, vivre en communauté, même un minimum. Et donc, ce n'est pas la solution la plus simple qui va fonctionner pour tous les publics. Par rapport à cette dissociation de sans-papiers et personnes sans abri, pour moi, elle n'a pas vraiment lieu d'être. Une personne, si sa situation, si elle est exclue du logement, qu'elle soit belge ou qu'elle soit migrante, elle est dans le même besoin d'avoir un toit, et donc on doit pouvoir travailler des solutions dans lesquelles elle s'y retrouve bien. Alors c'est sûr que à l'heure actuelle, des associations comme les nôtres, on est vraiment dans des grosses difficultés d'aider ces personnes parce qu'elles n'ont pas de revenus. Et donc à Lilo, donc on travaille principalement sur le marché privé de location, et donc on n'est pas en mesure de développer des solutions sans loyer, mais on y travaille sur des solutions avec loyer vraiment réduit. Mais donc voilà, les habitats groupés peuvent être pour certaines personnes une bonne piste, mais ce ne sera pas la solution globale. Et donc par rapport aux baux précaires, en fait dans le projet Home for Less, c'est ce type de bail qu'on va utiliser. Donc en fait, ce n'est pas un bail, c'est un contrat d'occupation temporaire. Et donc ça permet en fait d'avoir des projets innovants dans lesquels la personne pourra habiter, la personne ouvrira ses droits grâce à l'adresse qu'elle aura, mais ce n'est pas un bail classique qui doit avoir un logement tout à fait aux normes par rapport au code du logement, etc. Donc c'est une façon de pouvoir habiter sans rentrer dans les cases qui sont toutes faites. Ça pose question parce qu'on travaille sur le logement long terme, et là, dans les baux précaires, par définition, ce n'est pas du long terme, mais nous, on essaye de travailler sur des périodes au moins de 5 ans, de 3 ans, pour que ça vaille la peine, et un toit, c'est mieux que rien, donc c'est quand même une piste qui est intéressante pour nous. Moi, je vais rebondir. Ça marche ? Oui, ça. Donc, je vais rebondir sur 2 réponses. Par rapport au ghetto et par rapport à cette ASBL. D'abord par rapport au ghetto, parce que ici maintenant, pas par rapport aux logements sociaux, mais plus par rapport au fait de ramener des personnes très précaires dans des bâtiments. Il y a des communes qui ont très peur, évidemment, qu'on leur dise on va mettre 10 personnes dans votre commune alors qu'ils n'en avaient pas, qu'il n'y avait pas de sans-abri chez eux. Et là, mais si on veut créer du logement, on cherche des bâtiments où il y a du logement aussi, enfin, des possibilités. Et donc, si on a 400 personnes qui vivent en rue, il va falloir à un moment donné trouver des bâtiments où on pourra mettre 20 personnes sans abri, ou enfin plus de personnes sans abri que maintenant où c'est 1 puis 1 puis 1, parce que sinon on n'arrivera jamais à reloger tout le monde à temps. À temps, je veux dire par là, avant qu'ils ne décèdent. Et donc, on est obligé d'un moment donné de se dire comment est-ce qu'on va faire. Et donc c'est vrai que la notion de ghetto fait peur à plein de gens, alors qu'il faut bien se dire que pour le moment, les gens, ils sont là. C'est juste qu'à la place d'être en rue, ils seront dans un logement. Donc à la place d'avoir le ghetto dans la rue, le risque est dans le bâtiment. Maintenant, c'est pas parce qu'on les met dans un bâtiment que du coup ça fait ghetto. Ça, c'est le travail des équipes professionnelles, telles que les nôtres, de faire en sorte que ça se passe bien. Et notre travail, infirmier de rue, il y a aussi donc une équipe de rue. Notre travail d'infirmier de rue dans la rue sera plutôt du coup dans le logement, et c'est faire en sorte avec toutes les associations de réfléchir et de faire en sorte que ça se passe bien dans le bâtiment pour ne pas créer cet effet ghetto. Et on sait évidemment que c'est un des risques, mais c'est un risque qui n'est pas risque, il est existant dans les rues. Et là, c'est essayer de mettre les gens en sécurité et faire en sorte que tout se passe bien dans le quartier pour tout le monde. Donc, en tout cas, reloger ne veut pas dire ghetto. C'est vraiment un travail, c'est notre rôle d'association de faire en sorte que ça ne se passe pas. Et ça, on travaille là-dessus tout le temps. La deuxième chose par rapport à peut-on se passer d'ASBL, est-ce que une personne qui a vécu 15 ans en rue peut se passer d'une association d'accompagnement? Ce serait génial, ce serait super, et c'est ce qu'on vise. On aimerait bien que petit à petit elle arrive à ça. Ce qu'il y a, c'est que quand on est confronté à des gens
qui sont très déprimés, qui ont des problèmes de santé mentale lourds ou quoi, ben, c'est difficile. Même nous, quand on déménage, ben, on demande à nos amis, à notre famille de nous aider. Et donc là, on est face à des gens qui n'ont plus ce réseau-là, ou alors où la famille est fatiguée parce qu'ils n'en peuvent plus, ça a été lourd. Et voilà, on ne peut pas leur demander ça en plus. Ou parfois la famille a envie, mais la personne n'ose plus leur demander. Donc c'est se dire, ben, le réseau de professionnels, les ASBL servent à ça aussi, en fait, à remplacer momentanément le temps qu'un nouveau réseau se construise, quoi. Et donc, quand on parlait de qu'est-ce que peuvent faire les citoyens, etc., ben oui, c'est sûr que vous faites partie du réseau des gens. Et donc, chacun, ben, d'une certaine façon, il y a des investisseurs qu'on connaît qui ont essayé de reloger des personnes vraiment très précaires, très lourdes. Parce que, évidemment, il y a des gens qui sont en rue depuis 2 jours, d'autres 15 ans, c'est pas la même chose, hein. Même si pour être en rue depuis 2 jours, ben, il faut quand même être passé par plusieurs étapes, hein, donc ça montre quand même, il y a quand même une difficulté dans le parcours de la personne qui fait que ce ne sera pas facile de la reloger. Et nous, ceux qu'on a rencontrés qui avaient essayé sans équipe d'accompagnement d'association, à un moment donné, la personne est retombée en rue parce qu'elle s'est sentie seule et que pour le citoyen, ben, ce n'était pas évident de la suivre au quotidien et ce n'était pas son rôle non plus, quoi. Ici, ben, voilà, on a la chance à Bruxelles d'avoir du soutien des pouvoirs publics aussi pour des équipes d'accompagnement et de s'appuyer à ça. Donc, mais c'est vrai que l'objectif est vraiment que la personne soit de plus en plus autonome et qu'elle s'insère dans son quartier. Et donc, on fait appel à des bénévoles qui vont aller visiter les personnes qui font vraiment des trucs occupationnels, aller visiter un musée, aller à la mer, parler du logement, prendre un café ou un thé chez la personne. Ça, vraiment, c'est des choses qui peuvent être faites à petite échelle et chacun essaie de le faire aussi. Juste une petite question. Est-ce que les Roms sont concernés par vos actions? Les Roms. Vous l'entendez pas, mais... Non, les populations roms qui sont des Européens, qui en principe ont le droit d'être là, mais voilà, qu'on voit dans les rues, est-ce qu'il y a des réseaux spéciaux entre eux ou est-ce que vous êtes amenés parfois à travailler avec eux aussi? Voilà, bonjour. Moi, je voudrais savoir quels étaient les critères pour une commune pour lancer un projet Housing First. Merci, bonjour. Alors, à différents moments, vous avez d'une part évoqué des chiffres entre sans-abri 3-4 000 sur Bruxelles et à la rue 400, point d'interrogation. Et dans vos interventions, il y a eu souvent un glissement, guillemets, sémantique entre les deux notions. Donc, je crois qu'il serait utile de définir le distinguo parce que sans-abri, en principe, c'est sans-abri, effectivement. Et donc, ça, c'est une chose. La deuxième, là, c'est une réflexion. Je suppose que les différentes associations, structures, les vôtres, ont un interlocuteur au niveau de la région. Je suppose que vos financements sont régionaux. Donc, sont des financements structurels qui vous assurent, est-ce que c'est des projets? Est-ce que c'est un financement structurel qui vous permet de réfléchir à plus qu'1 an, 2 ans, 3 ans? J'ai une interrogation, mais je crois qu'il faut les mettre en évidence. Et donc, 3, est-ce que il ne serait pas nécessaire... Les pouvoirs publics ont différentes politiques de logement. Ils peuvent créer même, a fortiori, des logements sociaux. Il y a parfois, évidemment, des rapports par rapport à des dispositions légales qui leur imposent un pourcentage X qui sont très souvent non respectés. Je vais prendre l'exemple d'une commune qui n'est pas à Bruxelles, qui est la commune de Jurbise, celle de Madame Galland, qui dit il n'y a pas de gens qui ont besoin de logements sociaux, donc on n'en construit pas, il y a 0, point final. Donc les pourcentages ne sont pas respectés. Et donc est-ce que la disposition globale, avec l'aide des associations qui interviennent, je dirais de manière supplétive, parce que vous n'allez pas ni faire la révolution, ni transformer le capitalisme, question qui était avant, de manière supplétive à une politique publique qui devrait être basée sur, je dirais, 3 pieds. 1, la construction de logements sociaux. 2, la construction de logements qui s'appelle de transit, ça existe effectivement comme notion. Et 3, de logements moyens, parce que le problème du droit au logement qui a été abordé, je dirais, de manière plus générale vers la fin de la deuxième partie d'intervention, est
un problème qui, évidemment, pour éviter les oppositions violentes entre nos gens de Belgique qui en ont besoin, qu'ils soient belges ou pas, mais qui sont là, des logements moyens ou sociaux, et des logements tels que ceux que vous essayez d'organiser. Je vais commencer avec la première question par rapport aux personnes d'origine rome. Donc, je parle pour l'ASB, l'infirmier de rue. Donc, on a donc 2 grandes activités dans le travail de suivi des patients, donc des personnes qui vivent en rue. On a une équipe qui fait du travail de rue et une équipe qui fait du logement. Dans le cadre du travail de l'équipe de rue, donc on est souvent confronté à eux. Et donc on s'était vraiment fort inquiété au début de tiens, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on entend parler de drogue, de traite des êtres humains, enfin de plein de choses, et donc ce qui nous faisait très peur. Et donc on avait été rencontrer des associations en fait qui travaillent vraiment avec eux. Donc c'est le foyer, je pense que c'est Molenbeek-quoi, enfin bref, il y a le foyer qui est vraiment spécialisé là-dedans et qui nous a appris du coup plein de choses, comme quoi les enfants étaient vaccinés, enfin qui nous ont expliqué pourquoi ils faisaient la manche avec leurs enfants, etc. Enfin, donc tous des concepts qui paraissent difficiles pour nous ou incompréhensibles, mais qui dans leur cas, en fait, dans leur culture, sont différents. Et donc ça nous a assez rassurés, en tout cas par rapport au travail de rue et aux soins qu'on pouvait apporter et aux liens vers les maisons médicales. Par rapport à la remise en logement, donc cette association-là nous disait ben voilà, qu'ils étaient en logement, mais trop nombreux dans des petits logements, mais qu'ils étaient quand même logés. Mais donc ça nous a quand même un peu diminué l'urgence aussi de la situation par rapport aux autres dont on s'occupe. Bon, après, je témoigne de quelque chose qu'on m'a dit il y a déjà quelques temps, donc c'est peut-être plus d'actualité, hein, mais et maintenant ça reste pour les Européens, quels qu'ils soient, une difficulté par rapport au programme de remise en logement, par rapport au paiement du loyer. Donc de nouveau, ça reste toujours ça le problème. Que ce soit des Roms, que ce soit des Polonais, des Français, nous pour le moment, ce qui nous freine, c'est le manque, la problématique de l'argent, la problématique financière. Quand on a des personnes d'origine polonaise, on en a quand même plusieurs qu'on suit dans le cadre du travail de rue, qui ont des problèmes de santé vraiment très très lourds. Parfois on arrive à remettre des papiers en ordre, donc les passeports et compagnie. Mais alors ça veut dire qu'à ce moment-là, pour avoir accès, alors je ne suis pas assistante sociale, donc je vais peut-être faire des grosses erreurs avec la vidéo, ça me fait peur. Mais bon, ce que j'ai compris, c'est que du coup, ils devaient pouvoir travailler parce que pour pouvoir avoir accès à plus de soins que quand ils n'ont pas de papier, pas leur passeport en ordre. Et du coup, vu la situation physique des personnes, c'est parfois très difficile, quoi. Et donc, parfois, on attend un petit peu de remettre de l'ordre au niveau de la santé publique avant de se lancer sur le plan administratif. Mais par contre, on a quand même pu remettre plein de papiers et de situations de soins en ordre. On a pu faire aussi des retours au pays dans des bonnes conditions, que ce soit en Roumanie, en Pologne, et alors où là on est en contact, on travaille avec la Croix-Rouge Tracing, pour être sûr qu'une fois de retour dans le pays, la personne ne va pas devenir sans abri là-bas, quoi. Donc c'est vraiment, donc on reste en contact avec eux et ça se passe bien aussi. Mais ça reste du travail au niveau, les assistantes sociales chez nous je les admire parce que c'est de longue haleine, mais c'est possible aussi. Donc c'est difficile, mais au niveau de la situation des Roms, en tout cas, je pense qu'il y a des associations beaucoup plus spécialisées que nous qui sont là. Je vais rebondir sur la question de la terminologie, donc sans-abri. En fait, il y a une typologie qui reprend l'exclusion en logement. Donc la personne, par rapport à sa situation de logement, soit elle est vraiment en rue, soit elle est en hébergement d'urgence, soit elle est en maison d'accueil. Mais donc toutes ces personnes sont sans abri au sens large et une minorité est vraiment à la rue. Donc la spécificité du programme Housing First, c'est vraiment de travailler avec un public très réduit qui est le plus fragilisé, donc vraiment en rue avec des problèmes d'assiétude,
quand je parle des projets de l'îlot, en fait, nous, on travaille avec ce public-là parce que certains de nos partenaires, je pense à Diogène, je pense à vos services, collaborent étroitement avec nous et donc on ne les laisse pas de côté, mais on travaille aussi avec des personnes qui sont en maison d'accueil et n'ont pas de porte de sortie. Et donc pour nous, ça n'a pas vraiment de sens de les héberger temporairement et de ne pas les aider à rebondir. Et donc on travaille avec ces personnes-là, on travaille avec des personnes qui sont dans des logements insalubres, suivis par un service d'accompagnement à domicile et qui ont besoin d'un logement avant de devenir vraiment sans-abri à la rue. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on travaille pas, enfin vous ne travaillez pas avec un public plus large, mais on est tout à fait complémentaires et on travaille voilà, pour les sans-abri au sens large. Ça c'était la première question. Et alors par rapport au financement des pouvoirs publics, donc nos différentes associations sont financées par différents niveaux de pouvoir. Principalement, donc il y a la COCOM aide aux personnes, il y a la région avec tout ce qui est AIPL, donc intégration par le logement. Il y a des services qui ne sont malheureusement pas subventionnés. C'est le cas des centres de jour qui sont vraiment très peu soutenus et donc c'est vraiment des associations sur fonds propres qui doivent permettre à ces structures d'exister. Et donc c'est grâce à des donateurs, c'est grâce à des capacités des institutions à s'autofinancer. Et une des dérives actuelles du monde politique, c'est de financer uniquement des projets qui sont très visibles sur le court terme. Et donc on a de plus en plus de pression pour montrer des résultats, pour obtenir des financements. Et c'est une tendance qui est assez problématique puisqu'il y a tout un travail qualitatif tout à fait indispensable pour nous permettre de lutter efficacement contre le sans-abrisme. Et donc là, dès qu'on parle de création de logements, il faut absolument insister sur les besoins de financement de l'accompagnement au logement. Parce que pour nous, il n'y a pas de sens de créer des solutions de logement, de mettre des personnes en logement si elles ne peuvent pas être soutenues dans leur logement. Donc voilà, ça c'est vraiment un point important. Pour terminer par rapport à la terminologie, le néerlandais est bien mieux construit que le français, vu qu'il y a les deux notions d'aclose, sans un maison. Donc il faut que ça distingue bien les différents niveaux. La question une commune peut mettre en place un projet Housing First, oui. Clairement, pour mettre en place un projet Housing First, il faut des logements. Et voilà. Certaines communes, voire la plupart, ont un parc de logements directement ou via le CPS ou une AIS. Il faut une équipe d'accompagnement pluridisciplinaire. Ça, voilà, ça coûte cher. mais c'est vraiment important parce que les problématiques rencontrées par le public sont vraiment nombreuses et on va arriver en cascade et même parfois en même temps. Il faut pouvoir gérer des crises. Il faut que cette équipe puisse intervenir de manière intensive quand c'est nécessaire, parfois tous les jours de la semaine. Il ne faut pas forcément une disponibilité en 24/7, mais en tout cas, il faut réfléchir à un système aussi pendant le week-end ou les nuits. Et nous, on conseille vraiment d'être le plus proche possible du modèle Housing First parce que les études de fidélité ont montré que au plus le projet est fidèle au modèle, au meilleurs sont les résultats. Donc, ce sont vraiment qui ont été faits dans différents pays à différents moments. Sont un peu les différents ingrédients pour mettre en place un projet. Alors, je vais terminer sur les subventions. Les subventions des projets Housing First, ça a été fédéral pendant 3 ans. La secrétaire d'État à la lutte contre la pauvreté via le SPP Intégration sociale grâce à la Loterie nationale. C'était des financements très petits. Donc pour vous donner un ordre d'idée, j'aime bien parler chiffres parce qu'on parle beaucoup du Housing First. Quand on donne les chiffres, ça permet de relativiser les choses. On a démarré avec des financements de 104 000 € par projet par an. Oui. 60 infirmiers de rue. Donc, voilà, à la fois, ce sont des financements quand même importants, mais c'est pas, on n'a pas renversé l'ensemble du financement de l'aide aux sans-abri à Bruxelles.
sont des financements annuels. On connaît le montant qu'une fois l'année entamée. Là, on ne connaît toujours pas le montant de notre subvention 2017. Voilà, donc en effet, il y a une certaine précarité des projets. Par contre, il y a le projet d'un agrément à partir de 2018. Tous les enjeux au niveau de l'agrément, c'est en effet de défendre la spécificité de l'accompagnement et son caractère intersectoriel. Juste pour compléter, au niveau de l'îlot, il y a la COCOF qui, elle, finance tout ce qui est maison d'accueil. Donc ça, c'est un secteur aussi important financé par les pouvoirs publics. Excusez, je vais rebondir un peu sur la question des discours étrangers SDF, parce que d'après mon expérience au parc Maximilien, j'ai vu qu'il y avait un peu pas mal de clichés entre cette histoire de réfugiés sans papier et demandeurs d'asile avec le grand public et les acteurs associatifs. Et tout récemment, j'ai essayé de faire un petit micro-trottoir pour essayer d'apporter un peu plus d'éclaircissement sur l'utilisation des mots tels que réfugiés sans papier et autres. Et je me suis rendu compte que le grand public, après leur réponse, revenait tout le temps sur des discours qui disaient ouais, l'État s'occupe beaucoup trop des étrangers, donc entre parenthèses des réfugiés. Il s'occupe beaucoup trop des étrangers, mais ne s'occupe pas des sans-abri. Il est temps que l'État s'occupe des sans-abri. Et entre-temps, dans les métros, les sorties des métros et des trams et autres, nous, les étrangers, moi, par exemple, je me sens un peu agressé par moments, même après avoir donné 1 euro à un sans-abri. Je me sens un peu agressé par ces sans-abri qui disent ouais, l'État te donne plus, mais tu me donnes que 1 euro. Et là, je lui dis, écoute, moi je suis un sans-papier, je n'ai pas d'argent, je ne travaille pas, je ne fais rien. Alors pourquoi je vais te donner plus? Déjà, tu ne sais pas comment je fais pour gagner cet argent. Donc, je trouve que ce serait franchement bien s'il y a une possibilité de travailler vraiment les discours, quoi. Parce que les discours sont en train de généraliser toute une reine qui va dans une direction qui n'est pas la bonne. Donc, je voulais vraiment savoir si de votre côté, vous pensez à travailler ces discours-là, quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous essayez de mettre en place pour travailler ces discours avec les sans-abri comme avec le grand public, quoi? Parce que déjà, les acteurs associatifs, ils sont déjà au courant, ils savent qu'est-ce qui se passe et ils savent quoi faire, quoi. C'est intéressant comme question. Question suivante, on en prend 3. Hein. Voilà, bonjour. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus de toute l'action prévention que vous menez ou que des partenaires mènent avec vous? Parce que je suis assez interpellée par les chiffres que vous donnez sur le fait que des personnes puissent rester dans la rue pendant plus de 15 ans, alors qu'on mène par ailleurs des actions de prévention et des actions de soutien. Et donc, la première chose, et est-ce que vous pourriez aussi nous parler un peu plus de ces personnes sans abri? Qui sont-elles? Comment en arrivent-elles là? Peut-être un peu plus d'informations. Alors, je ne veux pas tomber évidemment dans la caricature, mais avoir un peu plus d'informations. Et est-ce que ces publics ont évolué? Parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, on constate en tout cas qu'il y a de plus en plus de jeunes qui se retrouvent à la rue. Et donc, est-ce que c'est confirmé? Est-ce que c'est à partir de 18-19 ans, des personnes qui sont jetées de leur maison sans aucune ressource? Donc voilà, je voulais en savoir un peu plus sur le public dont nous parlons. Est-ce qu'il y a vraiment une communication entre vous et vos partenaires? Parce que, par exemple, à la Gerbe, je connais quelqu'un qui est dans les critères pour le Housing First. Et depuis 3 ans, j'ai dit aux assistants sociaux, il faut lui trouver un appartement. Et on m'a dit non, il faut d'abord les maisons d'accueil. Il a déjà fait 3-4 maisons d'accueil et les amis sociaux chaque hiver, et puis la rue. Et chaque fois que je répète, mais peut-être ça serait mieux de chercher un appartement parce que lui, il a des revenus. Hein? Mais non, il n'est pas capable. Donc, je ne comprends pas si depuis 3 ans on fait ce programme, pourquoi on n'a pas déjà essayé avec lui? Qu'est-ce qu'on attend? Mais il m'a dit qu'il avait déjà un rendez-vous avec les infirmières de rue. La semaine passée, il l'a raté. Je l'ai rencontré aujourd'hui dans les trams et je lui ai dit, mais il faut redemander le rendez-vous. Mais pourquoi on n'a pas fait ça il y a 3 ans?
Je vais me lancer d'abord peut-être pour la première question par rapport, monsieur, sur le discours que nos ASBL, la position qu'on pourrait avoir par rapport au public, soit sans papier, soit sans abri. En tout cas, nous, il y a vraiment la volonté de travailler la prévention et d'être attentif à ne pas encourager ce type de stéréotypes dans le grand public. Donc, par exemple, quand il y a eu le camp Maximilien, il y a vraiment eu cette préoccupation de voir à notre niveau comment on pouvait aider. Il y a quand même une réflexion on avait invité la plateforme à venir échanger sur nous, notre expertise et qu'est-ce que eux ont besoin, comment ils peuvent éventuellement nous aider. Ils avaient récupéré tous des leaks qu'ils ont pu nous donner par après, et donc on a vraiment eu des chouettes échanges à ce niveau-là, et on est vraiment conscient qu'on est à la recherche on lutte contre les mêmes défis. Donc c'est vraiment le sans-abrisme, que la personne soit sans papier ou que la personne soit bien intégrée en Belgique, c'est un problème, et donc nos associations aident aussi dans la mesure du possible des personnes sans papier. C'est le cas pour une des maisons de l'accueil de Lilo qui réserve d'office une chambre pour des personnes qui n'ont pas de revenus et donc et n'ont pas de papier. Donc c'est vraiment un choix qu'on fait. Malheureusement, on ne peut pas faire plus, et ça c'est vraiment un problème de financement. L'État fédéral a des responsabilités et a des budgets, donc si nous on est mieux subventionné, on pourra plus faire pour ce public, mais on fait déjà un maximum avec ce qu'on a, et donc on se montre solidaire, on essaye de partager des luttes ensemble, mais j'entends bien qu'il y a encore beaucoup à faire, et je pense que c'est des défis à relever ces années-ci avec nos associations. Je vais répondre par rapport aux partenaires du projet. Donc au SMES, on travaille avec 7 associations qui sélectionnent les personnes qui rentrent dans le projet. Donc en effet, il y a la GERP, il y a un centre de santé mentale, il y a 2 centres pour usagers de drogue, il y a les 3 centres d'hébergement d'urgence de la région et des travailleurs de rue. Alors, on a relogé 29 personnes en 3 ans avec 7 partenaires. Ça fait quand même, mettons, plus ou moins 2-3 personnes par partenaire, donc c'est pas énorme. Tout en sachant que ces partenaires ont parfois des files actives jusqu'à 900 personnes. Donc à un moment, voilà, moi je les appelle, je leur dis, OK, il y a un logement pour vous dans un mois. Vous devez choisir une personne parmi les 900 que vous suivez. Dans les 900, évidemment, elles ne sont pas toutes en rue avec des problèmes psychiatriques et des problèmes d'addiction, mais en général, il y en a une bonne centaine. Donc c'est excessivement difficile pour ces associations de choisir. Il y en a qui font des tirages au sort. Il y en a qui essayent de voir quelle est la personne qui va le plus mal, qui risque vraiment de décéder dans les mois qui viennent. Ils essaient, ils ont tous des critères, mais ces critères ne leur conviennent pas à eux-mêmes, parce que qui est-on pour choisir qui va avoir droit à un logement ou pas. Donc en effet, il y a plein de personnes qui sont suivies par ces associations et qui n'ont pas accès au projet. Il y a aussi, je reçois toutes les semaines un coup de fil d'une personne en rue ou de l'entourage d'une personne en rue ou d'une association qui me demande pour rentrer dans le projet. Toutes les semaines depuis 3 ans. Je ne peux pas accepter cette personne, je ne peux pas répondre à leurs problèmes de logement. On reste des tout petits projets qui ne sont absolument pas en mesure de solutionner la crise du logement à Bruxelles. Et donc c'est pour ça en effet qu'on essaye de multiplier les solutions, et après on a vraiment en effet un travail de sensibilisation à faire auprès de nos partenaires et de tout le monde pour que ces discours sur les étapes avant le logement disparaissent progressivement, et qu'en effet personne n'a besoin d'une étape avant de pouvoir vivre dans un logement. Si c'est ce qu'elle souhaite, elle a juste besoin d'un accompagnement qui lui permette de se maintenir dans son logement. Pour rebondir là-dessus, justement, donc dans le cadre de la campagne 400 toits, où là, c'est essayer vraiment de trouver au moins un logement pour ceux qui sont en rue. On va devoir essayer de trouver vraiment des nouvelles solutions, et il y en aura peut-être qui seront plus accessibles à tout type de citoyen qui pourrait avoir chez lui un appartement, un cote, ou je sais pas quoi, enfin quelque chose qui
pourrait convenir à des personnes qui sont moins vulnérables que ceux qu'on suit depuis longtemps, mais qui sont quand même en rue. Donc ça, il y a différentes possibilités, mais on a les mêmes appels, enfin c'est peut-être les mêmes personnes qui nous appellent, mais aussi chaque semaine. Et donc c'est très difficile aussi, même pour les équipes, hein, de dire non ou de voir, tiens, ben là, il y a... En fait, tout se joue parce qu'on n'a pas de logement. En soi, on aurait suffisamment de logement, ce ne serait pas frustrant. On le ferait, et puis voilà. Pour revenir aussi sur... pour répondre à la question de la prévention et de qui sont les gens. Donc, au niveau de la prévention, ce qu'on fait pour le moment, donc, en tout cas au niveau de l'infirmier de rue, donc, je parlais tout à l'heure du suivi des personnes qui vivent en rue, donc en rue et puis en logement avec le programme Housing First. On met aussi en place des formations pour toutes les personnes qui accompagnent des gens soit en grande précarité, soit dans des problèmes d'hygiène. Et donc par exemple, on forme toute une série de personnes qui travaillent à domicile, des infirmiers à domicile ou des maisons médicales ou des CPAS. Et c'est pour pouvoir réussir à parler, enfin pour nous, l'hygiène ou le manque d'hygiène nous permet de voir l'intérêt que la personne a sur elle-même. Donc les jours où moi j'ai pas envie de me laver, ça va être des jours où je suis fatiguée, malade, où j'ai rien de prévu et donc je m'en fous d'avoir les cheveux gras devant la télé. Et ben là ça va être la même chose, c'est se dire tiens la personne qui dans notre entourage ou en rue ou n'importe qui petit à petit commence à se dégrader, ne se rase plus, ne se lave plus les cheveux, etc. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire quoi? Peut-être qu'elle est fatiguée, malade ou qu'elle n'a plus de projet. Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Et si dans son domicile, l'infirmière à domicile ou le médecin traitant ou l'aide familiale ou n'importe, quand elle passe, voit que la personne fait de moins en moins attention à elle, eh ben, ça doit être un signal d'alarme en disant tiens, ben, si elle n'arrive plus à prendre soin d'elle, peut-être qu'elle va pas payer son loyer ou recommencer peut-être à boire ou j'en sais rien. Peut-être qu'il va y avoir d'autres choses et l'hygiène nous permet de faire un premier diagnostic de la situation, quoi. Donc on a vu aussi par exemple que dans les modes de réinsertion professionnelle, une des premières causes de non-emploi, c'est la problématique de l'hygiène et le fait que personne n'ose en parler. Et donc on va vraiment essayer parce que du coup la personne va à son entretien mais elle est sale. Et personne n'a osé lui dire et donc elle avait beau avoir tous les CV, ça n'allait pas. Et donc ces formations-là, en tout cas nous on le voit un peu dans un mode préventif aussi, de dire mais comment quels outils est-ce qu'on utilise en rue pour des cas vraiment extrêmes et qui peuvent être en fait reportés à un autre niveau pour des personnes qui ne sont pas spécialement des professionnels de la santé et qui peuvent agir. On a aussi par exemple des gens qui disent bah, tiens moi depuis que mes parents ont été en maison de repos ou à l'hôpital, eh ben, ils se rasent plus, ils restent en pyjama tout le temps, etc. Mais en fait c'est la même chose, c'est cette notion de comment est-ce que je prends soin de moi et qu'est-ce que ça veut dire. Et voilà, c'est un petit signal. Donc ça, c'est une façon de faire de la prévention. Par rapport à qui sont les gens et comment évolue la situation, etc. Ben là, vraiment, moi, je vous invite à venir fin juin. Quoi. Fin juin, c'est ça, c'est se rendre compte de qui sont les personnes qu'on voit tous les jours, pourquoi est-ce qu'elles sont là, depuis combien de temps, quelles sont leurs situations, est-ce qu'elles vivent seules ou avec d'autres, accompagnées. Donc, c'est pas des interviews anonymes, hein, c'est vraiment... Là, on va identifier vraiment les gens et voir quel est leur profil et de quoi est-ce qu'elles ont besoin et pourquoi elles sont dans cette situation-là pour pouvoir les aider à mieux rebondir et trouver un logement adapté à chacun. Donc moi, je crois que c'est vraiment, ça va être génial cette semaine et je vous invite vraiment à participer. Et par rapport à l'évolution de la situation, ben donc c'est vrai que on voit dans les statistiques que justement on lit que ce soit de la Strada qui organise le comptage de toutes les personnes sans abri, etc. Enfin, les statistiques montrent qu'il y a de plus en plus de gens dans les rues, qu'on entend en tout cas via les différents centres d'urgence qu'il y a de plus en plus de familles, de jeunes, etc. Nous, c'est vrai que moi, notre association, on n'est pas des spécialistes des statistiques là-dedans, donc on ne sait pas, c'est pas ça notre travail de mesurer ça. Par contre, ce qu'on voit, c'est que la gravité des situations est moins lourde qu'avant. Donc, il y a 11 ans, quand j'ai créé l'association avec une amie infirmière, les situations étaient beaucoup plus lourdes. Les plaies, c'était... Enfin,
c'était horrible, quoi. Enfin, et donc ici, maintenant, il y a encore quelques situations lourdes, mais on n'est plus du tout dans la même chose, quoi. Donc, oui, il y a peut-être un nombre quantitatif de personnes qui augmente au niveau de la précarité, mais au niveau de la gravité, ça va mieux, et moi, je trouve ça super bon signe. Et alors, les personnes qui étaient vraiment très lourdes, ben maintenant, sont en logement, quoi. Et donc, ça veut dire que si c'est possible pour eux, ben c'est possible pour tous. Si c'est possible pour les pires, ben, au niveau de la difficulté de la prise en charge, de la globalité des soins, etc., donc moi, je trouve ça hyper positif, en fait. Même si c'est vrai que la problématique augmente, mais ce qui est génial, c'est que maintenant, on est dans un mouvement où on est de plus en plus d'associations à se mettre ensemble pour s'activer ensemble et résoudre cette problématique-là, mais dans un truc global, quoi. Alors, ça prend du temps, etc., mais le délai ne dépend que de nous tous et de ce qu'on est prêt chacun à faire à notre niveau, à chacun, quoi. Là, il y a tout juste un an, nous avons travaillé avec un groupe de SDF qui fréquentait un centre de jour à Mons. Nous avons travaillé des ateliers d'écriture et de récits de vie, on les a suivis. Entre-temps, il y a eu l'arrivée d'un camp, on peut appeler ça comme ça, c'est comme ça qu'ils le nomment, un terrain qui a été mis à disposition de la ville pour essentiellement au départ pour faire partir les SDF qui squattaient les garages de la ville. Mais ce ne sont pas ceux-là qui ont pris possession du terrain. C'était les sans-abri qui fréquentaient le centre de jour. Donc ils se sont retrouvés du jour au lendemain sur un terrain auquel ils y croyaient énormément. Et c'était vraiment l'étincelle de bonheur, pouvoir savoir où ils allaient dormir le soir, c'était déjà un souci en moins, et se dire voilà, on va pouvoir entamer autre chose. Le terrain donc est arrivé au mois d'avril. Très vite, le mauvais temps a commencé à arriver, l'hiver approchait, et toujours pas d'accompagnement en sachant qu'est-ce qu'il allait advenir et autres. Il y avait un petit groupe qui se sont mis, ils ont mis la main à la pâte, essayer d'entretenir le terrain, de construire avec des palettes un abri. Et puis, c'est parti en vrille, dans le sens où de 10, ils sont passés à 34. Et en fait, la question que certains se sont posées, puis je pourrais peut-être passer, si Ingrid veut la parole, peut-être pour exprimer, qui a participé au projet activement et qui a, nous fait part de son récit. Ce qui s'est passé, c'est que comment mettre des gens sur un terrain complètement, pour la plupart, déstructurés avec différentes difficultés, pour pouvoir s'autogérer eux-mêmes, sans accompagnement vraiment. Donc voilà, en fin de course, le terrain est parti à rien, des personnes sont restées, c'était un peu devenu la loi de la jungle et l'insécurité. D'autres ont retrouvé un logement parce que c'était se dire mais non, je ne veux plus, c'était vraiment la dernière goutte. Ils ont pu rebondir et voilà. Donc moi je me pose aussi, quand vous dites c'était moins grave avant, il y a 10 jours, un SDF est encore décédé. Voilà, il n'y avait pas de logement, on venait juste de lui en trouver un. Ça faisait des années qu'il était en rue, malade, et voilà, moi je trouve aussi que par moment, il faut arriver à des cas extrêmes pour que des fois les choses elles bougent, mais voilà. Et l'effet média aussi rajoute une couche en disant que on l'a laissé mourir et tout ça, mais non, il manque de moyens et voilà, et ça ne fait qu'engendrer encore de l'incompréhension. Et pour remettre aussi par rapport au discours des étrangers aussi, c'est de même. Chaque fois on s'empare, il faut un bouc émissaire. Et on s'est retrouvés aussi, nous, confrontés lors des ateliers avec des personnes du groupe qui disaient mais on donne tout aux étrangers. Et nous, on n'a rien. Il a fallu avec eux travailler cette question-là, ces discours, en leur expliquant que ce n'était pas la même chose. Et au bout du compte, elles l'ont compris. Donc, quelque part aussi, il faut dialoguer avec elles, pas forcément le monsieur tout le monde, c'est aussi ces personnes-là qui n'ont pas ces clés de compréhension. Voilà. Et je voulais juste rebondir par rapport
quand je dis que c'est moins grave au niveau de la lourdeur des soins, donc c'est bien à ce niveau-là que je parle, je ne dis pas que c'est fini pour autant. Et donc, de fait, on a encore des gens qui décèdent. On a eu une personne qui est décédée au mois de décembre, qui 2 semaines après devait rentrer en logement. Enfin, c'est hyper frustrant. Donc, on sait bien que ça existe encore, et c'est pour ça qu'on se bat pour le moment. Mais ça n'empêche. Ce qu'il y a, c'est que parfois, on a l'impression que c'est impossible à résoudre, quoi. Et que là, il faut vraiment se remettre dans un autre truc en disant non, c'est pas vrai, c'est pas impossible à résoudre. C'est compliqué, il faut s'y mettre tous, et c'est pas évident, mais il y a moyen de le faire. Si techniquement, on sait maintenant que Housing First fonctionne, puisqu'on sait maintenant qu'il y a 100% de réussite, ou à peu près, ou en tout cas dans... Pourquoi et qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour qu'on puisse justement en mettre plus en logement? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que citoyens, pour accélérer le projet? Donc, en tant que citoyen, si ce n'est pas une association, si jamais c'est nous aider à trouver des appartements. Et donc, s'il y a un appartement, alors c'est le confier à une agence immobilière sociale. Nous, on est déjà en contact avec des agences immobilières sociales, donc on sait avec qui ça fonctionne bien, celles qui sont déjà partantes, qui ont déjà eu de l'expérience, et donc du coup qui savent que ça marche, parce que parfois certaines sont frileuses au début. Hein, et à ce moment-là, tout se met en route. Nous, si demain, vous nous dites, j'ai un appartement là, et le confier à une agence immobilière sociale, ça veut dire au moins pour 3 ans, je pense. Et donc, pendant 3 ans, vous êtes sûr d'avoir un loyer qui sera peut-être moins élevé que si vous l'aviez mis dans les services habituels, d'agence immobilière normale. Par contre, il sera quand même, c'est quand même un loyer, quoi, qui sera payé même s'il n'y a personne dans l'appartement. Donc, c'est vraiment une sécurité aussi pour le propriétaire qui doit s'occuper de plus rien. Et entre chaque locataire, l'AIS rénove, repeint les trucs et tout ça. Donc vraiment pour le propriétaire, c'est un soulagement aussi, quoi. Et alors à ce moment-là, donc si on dit voilà, c'est pour le propriétaire prend contact. Le plus facile, c'est que le propriétaire prenne contact avec une association, par exemple nous, hein, avec le SOS, et de voir voilà, en disant j'ai un appartement que j'aimerais bien confier pour un programme Housing First. Et nous alors on voit avec donc, suivant la commune, l'endroit où c'est. On met en contact avec l'agence immobilière sociale et c'est en route. Mettons maintenant qu'on vous trouve 600 logements dans l'année, est-ce que vous avez encore les moyens financiers pour pouvoir accompagner ces 600 logements? Alors, pour que les 600 arrivent en même temps, je ne suis pas sûre que ça arrivera, mais je pense que si jamais on nous disait, voilà, il y en a 50 qui peuvent arriver à ce moment-là, et là, c'est des partenariats aussi avec les autres associations, de se mettre ensemble. Ce ne sera pas une association qui met les choses en place, et donc ce sera de voir, tiens, quel type d'appartement c'est, est-ce qu'il y a plusieurs chambres, est-ce qu'on peut mettre des familles, ou tiens là il y a un rez-de-chaussée, donc on peut mettre le gars qui est en chaise roulante dehors, ou qui est tombé dans l'escalator et qui ne sait plus rien faire. Donc de nouveau, c'est une façon on travaillera ça pour que ce soit possible avec les associations. Pour le moment, franchement, si on nous donne 50 appartements, on les prendra. On s'arrangera pour que ça marche. On parle vraiment de vie, hein, de gens, quoi. Donc là, il est à nous de nous organiser pour que ça marche, quoi. Je voulais donner une réponse au monsieur du premier rang quand il a parlé de Madame Galland. Donc, en région bruxelloise, non, je vais d'abord dire comment ça se passe. En Flandre, depuis récemment, il y a donc eu un décret de la région flamande qui disait, voilà, toute la Flandre, uniformément, a un quota de logements sociaux à avoir. Parce que ça dépend des communes avant tout. Parce que, par exemple, en région bruxelloise, la SLRB ne fait que chapeauter les communes et subsidie. Mais ce sont les communes qui ont l'initiative. Et donc, si ce quota n'est pas respecté dans une commune flamande, la région flamande saisit d'office des terrains non bâtis et construit elle-même. Alors, ce que ça a comme conséquence, en fait, c'est que les bourgmestres se sentent un peu... on prend leur pouvoir, quoi, et ça les motive pour construire eux-mêmes, finalement. Voilà. Ça, c'est le système en Flandre. Par contre, à Bruxelles et en Wallonie, je n'ai pas de nouvelles de ce genre de problème. Par contre, à Bruxelles, si vous voyez tous les logements sociaux les cités sociales qui ont été construites dans les années 1923,
elles ont toutes été construites à la périphérie et sur des terrains qui étaient excessivement bon marché. Actuellement, toute la région bruxelloise est déjà bâtie. Et donc, c'est très difficile de trouver des terrains bon marché pour commencer à mettre des logements sociaux. La solution alternative, c'est donc d'acheter des vieilles maisons et de les rénover. Hein. Mais ça coûte, rénover une maison, ça coûte beaucoup plus cher que de construire du neuf. Et donc, à ce niveau-là, il y a donc un problème de budget. Voilà. C'est vrai qu'en Flandre, en tout cas, ils sont très avancés. Je pense que dans les programmes Housing First, donc, au niveau fédéral, la ville de Gand, par exemple, ils sont bien plus avancés que partout ailleurs. Et là, ils reçoivent 40 logements par an pour le public sans-abri. Et donc, les gens les plus anciens dans la rue, entre guillemets, n'ont fait que, c'est déjà trop, hein, mais 2 ans de vie en rue par rapport aux autres villes. Enfin, c'est génial, quoi. Donc, ils sont vraiment beaucoup plus loin, quoi. Moi, ce n'est pas une question, c'est juste pour essayer d'apporter un additif par rapport à vos réponses. Je trouve super bien ce que vous faites et je suis un peu surpris de voir que le processus que vous tenez, par exemple, en compte prendre un sans-abri, l'accompagner, réussir à le suivre administrativement jusqu'à avoir un logement, c'est super génial, c'est super bien. Bravo à vous pour ce que vous faites déjà là, comme ça. Et je trouve que c'est quelque chose qui n'existe pas chez nous en Afrique. Nous, on n'a pas l'assistance sociale, on n'a pas de subsides de frais de chômage, on n'a pas de subsides pour les ASBL et autres, mais il n'y a pas de sans-abri chez nous. Il n'y en a pas du tout, quoi. Et je trouve que franchement, le côté flamand, comme il venait de le dire, c'est super bien ce qu'ils sont en train de faire parce que chez nous, en Afrique, c'est ce que nous on fait. Mais nous, on ne le fait pas avec le gouvernement, on le fait avec la famille, quoi. Donc, dans chaque famille, il y a une maison familiale qui est destinée à toute personne qui n'a pas là où loger de rester là. Ce qui fait en sorte que nous, on n'a pas du tout de sans-abri chez nous. Et quand on arrive ici en Europe, on se retrouve avec des sans-abri et on est un peu beaucoup surpris. Donc, du coup, en menant mes recherches pendant mes années universitaires, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose dans les discours qui n'était pas vraiment travailler, que ce soit dans le grand public ou que ce soit au niveau du gouvernement. Alors, j'ai suivi un peu les sans-papiers. Les sans-papiers ont pris des squats à Scarbeck où on a pu loger plus de 57 Roms. Mais après 4 mois, la police est venue les déloger tous, quoi. On les a tous mis à la rue. Alors, du coup, toutes ces personnes-là deviennent des sans-abri, quoi. Et j'ai continué à suivre les sans-papiers de squat en squat. Et ils sont tout le temps délogés, tout le temps délogés. Donc, franchement, je trouve que ce serait bien que vous, qui êtes en train d'œuvrer dans cette histoire de sans-abri, d'essayer de trouver une possibilité de créer ensemble une plateforme pour pouvoir travailler, par exemple, avec ceux du côté flamand qui essaient de mettre en place des initiatives de ce genre-là, pour travailler avec le grand public, pour essayer de faire en sorte qu'on puisse être vraiment libre de générer, de travailler avec tous ces sans-abri pour qu'il n'y ait plus de sans-abri dans la rue, quoi. Parce que si on doit toujours s'attendre à ce que l'État doit subsidier, doit apporter des subsides pour réussir à suivre et mettre vraiment ces sans-abri dans des maisons, il y en aura toujours, quoi. Il y en aura. Mais tant que nous-mêmes, on ne pense pas vraiment que ces personnes-là, ils ont au droit à un logement, ils seront toujours dans la rue parce que nous tous, on sera toujours à vouloir attendre au financement du gouvernement pour les loger quelque part, pour les aider, pour les accompagner. Mais si on a notre propre volonté à vraiment aider ces personnes-là à trouver un logement, on peut facilement trouver des bâtiments qui sont ici fermés partout à Bruxelles ou hors de Bruxelles et trouver une solution pour travailler en collaboration avec des CPAS et des communes pour pouvoir loger ces personnes-là. Donc, la volonté doit d'abord venir de nous-mêmes, de tout le grand public, au lieu de s'appuyer que sur les subsides et le financement qu'on peut recevoir, quoi. Donc, c'est ce que moi, je peux dire. Les AIS, pour avoir un logement avec une AIS, il n'y a pas de critères. Je pense qu'il n'y a pas de points, il n'y a pas de priorités, il n'y a rien. Donc, finalement, c'est les gens qui sont les plus débrouillards, qui savent
faire les papiers qui ont les logements et pas les gens qui ont les plus besoin. Par exemple, et un des critères, ça devrait être donner les logements aux gens qui n'ont pas. Parce que moi, j'ai vu des gens qui sont partis en AIS, c'était des gens qui avaient déjà un appartement, mais qui était un peu plus cher. Mais ils arrivaient à payer ça. Ce n'était pas tellement urgent. Ou un enfant qui habitait avec la famille. Donc, sa famille n'arrivait pas à avoir un logement social de 3 chambres. Donc, ils ont demandé un logement social de 2 chambres. Et là, le garçon, il a pris un appartement en AIS. Mais finalement, lui, il habite avec sa famille dans son nouveau logement social. Il garde l'appartement en AIS simplement pour l'adresse. Donc, il est vide. Et comme ça, tout. Ou par exemple, quelqu'un qui est à l'hôpital, presque la plupart du temps. Donc, il rentre à son appartement à l'AIS 2 jours par mois. Pendant ce temps-là, il y a des gens qui sont vraiment à la rue. Mais il n'y a aucun critère. Je vais quand même réagir. Donc ici, quand on rencontre justement les agences immobilières sociales, on essaie de faire des partenariats avec elles justement pour que, parce que c'est vrai qu'elles ont des listes d'attente aussi, hein, donc pour pouvoir répondre à toutes les... Ça fait que chacun va pouvoir... mais du coup, c'est vrai que nous, on essaie de faire des conventions pour que on puisse, par exemple, par an, au public Housing First, en disant, ben voilà, parce qu'il y a déjà des AIS qui ne veulent même pas qu'on mette le public sur leur liste d'attente. Donc, mais certaines veulent bien, et petit avancé. Les gens qui sont à l'hôpital. C'est génial, on trouve un logement, on a eu ça une fois. Ils vont dans le logement, super, mais du coup, tout arrive, et donc, vous étiez là, on retrouve le bonhomme, et donc, du coup, il va faire sa peine en prison. Et donc, pendant ce temps, il risque de redevenir. L'objectif, c'est quand même que malgré les séjours à l'hôpital ou en prison ou n'importe des périodes, ce qu'il faut, c'est vraiment difficile, dur de trouver des solutions pour que chacun puisse être bien logé, quoi. Parce que c'est vrai que nous, il y a une urgence au niveau mortalité, morbidité, et au risque, mais en même temps, le fait de pouvoir bien loger quelqu'un qui est dans un logement mais qui ne convient pas, c'est une sorte de prévention pour ne pas qu'il arrive en rue aussi. Enfin, donc c'est toujours c'est des débats aussi, même dans le milieu associatif. Franchement, on est tout le temps là-dedans et c'est très difficile. Ils avaient un logement en état, ils voulaient simplement payer moins cher pour pouvoir épargner de l'argent, peut-être pour s'acheter après. Mais ça, il ne faut pas faire de généralité. Certains sont comme ça, mais comme il y a de tout partout, je veux dire, c'est pas la majorité. J'espère que ce n'est pas la majorité. S'il n'y a pas de critères de priorité dans les AIS, comment on peut empêcher ça? Il y a des agences immobilières sociales qui vont dire non, nous, on ne prend pas ce public-là. D'autres qui vont dire nous, c'est priorité à ceux de la commune. Donc ça dépend si c'est une agence immobilière sociale privée ou qui dépend d'un CPS ou qui dépend de je ne sais pas quoi. Et puis chacun, voilà, je pense que chaque AIS a un peu ses règles aussi, même si il y en a quand même beaucoup de communes et moi je suis convaincue qu'il y a moyen de trouver des solutions. Voilà, je préfère me dire ça.